D'abord, il faut se souvenir qu'en France, des millions de chômeurs, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, moi, depuis que je suis même tout jeune, je me souviens qu'on me parle de 2-3 millions de chômeurs en France. Alors, la nouveauté, elle est où? C'est que chez les voisins, c'est particulièrement terrible. On voit le cas de la Grèce, on voit le cas de Chypre, et donc on se dit que ça peut nous arriver demain, et des inquiétudes très légitimes. Mais la cause, elle est profonde, c'est-à-dire que l'Europe a vécu, depuis 30 ans, bien au-dessus de ses moyens. Moi, ça ne me rajeunit pas, parce que quand j'entends Thomas qui dit que quand il était jeune, il a toujours entendu parler de 2 à 3 millions de chômeurs. Moi, j'ai commencé à travailler à 17 ans en 1970 et je viens de bénéficier d'une juste retraite il y a quelques semaines. Et je peux vous dire qu'à cette époque, nous étions, j'ai beaucoup entendu parler de grève générale, nous étions 2 ans après la grande grève générale de 68, dont Cohn-Bendit ne parle jamais, qui avait mis dans la rue 10 millions de travailleurs, qui avaient bloqué l'économie du pays et bénéficié d'un rapport de force dont les salariés, en 1970, profitaient. Nous étions à l'époque à 400 000 chômeurs en 1970. Et le fait d'être à 400 000 chômeurs en 1970 changeait totalement le rapport de force entre les salariés et les employeurs. Parce que je peux vous dire que j'étais jeune typographe, nous étions d'une génération où nous pouvions nous permettre, dans une même journée, d'avoir 3 employeurs différents. C'est-à-dire que l'employeur ne payait pas assez, on traversait la rue, on trouvait une autre imprimerie. On nous parlait mal, il y avait un contremaître qui nous manquait de respect, on prenait une station de métro et on allait trouver une 3e boulot. Ça changeait tout au niveau du rapport de force. Ça changeait tout au niveau d'une convention collective. C'est-à-dire que nous avions une convention collective qui était la même, je vais peut-être lancer un débat, qui était la même en Bretagne, à Lille, qui était la même en Alsace, qui était la même dans le Midi, qui était la même chez les Corses. C'est-à-dire qu'il y avait une unité territoriale des lois et un rapport de force extrêmement favorable. Je peux vous dire que nous bénéficions également d'une échelle mobile des salaires, qui était extrêmement avantageuse. Devant ce rapport de force, il est bien évident que ceux qui dirigent le pays, ceux qui dirigent les entreprises, ceux qui ont les capitaux, se sont dit, j'entendais parler des 30 glorieuses, se sont dit qu'au bout d'un moment, il fallait peut-être que du côté des employeurs et du côté de ceux qui détiennent les richesses, il fallait peut-être inverser le rapport de force. Pour inverser le rapport de force qui était trop favorable aux salariés selon eux, quelles étaient les méthodes? Il y en a eu 3. Ça a été d'abord attaquer la valeur travail et attaquer les salaires en provoquant un chômage de masse, en attaquant des industries comme l'imprimerie, en estimant que la France n'avait pas vocation à faire de la sidérurgie, à faire de la métallurgie, à avoir des mineurs, donc à casser des pans entiers de secteurs de l'industrie. Ça a été de jouer sur une immigration de masse en période de chômage, une immigration sans intégration et une immigration dont on savait qu'elle aurait 2 buts. C'était d'abord de concurrencer les travailleurs français en tirant les conventions collectives vers le bas, mais c'était aussi de casser des solidarités. C'est-à-dire qu'une immigration communautariste, ce ne sont plus les solidarités sociales, ce sont les solidarités communautaristes. Un patron préfère avoir des salariés qui demandent de la viande halal que des salariés qui demandent des augmentations de salaire. Et puis, l'arme suprême pour justement inverser le rapport de force capital-travail, ça a naturellement été la mondialisation libérale et son bras armé, l'Union européenne, qui n'a qu'une vocation, c'est marchandiser toute activité humaine et c'est surtout briser le rapport de force qu'avaient les États-nations dans la mondialisation libérale. C'est-à-dire qu'il convenait de casser les États-nations pour mieux permettre de libéraliser l'ensemble des activités humaines, de jouer d'une concurrence libre et non faussée, et donc de tirer les conditions de travail et le rapport de force des salariés vers le bas. Je crois qu'il convient de faire d'abord ce premier verdict avant d'entamer la suite. 1000 chômeurs par jour il y a 1 an, 1500 chômeurs aujourd'hui par jour, c'est énorme. Effectivement, il y a une classe sociale à tous les niveaux, que ce soit en France, en Bretagne, en Europe. On parle de la France, on parle de Chypre, on parle de l'Espagne, du Portugal, l'Irlande, tout le monde y passe. À mes yeux, un des points de départ, c'est la fin du bloc soviétique. Il y avait 2 blocs qui s'affrontaient, 2 blocs forts. Un est tombé, l'autre, un bulldozer, avance, et plus rien ne l'arrête. Tout le monde suit la lâcheté politique, ils sont tous absolument incapables. Surtout les pseudo-socialistes français, on voit bien, votez pour moi, moi président, je ferai ci, moi président, tout va changer. Moi président, il y a 500 chômeurs de plus par jour, c'est absolument dramatique. L'État-providence, comme on en parlait dans la table ronde précédente, effectivement, il faut arrêter avec ça.
L'État-providence qui met son nez absolument partout. Je vous citerai un exemple à Brest, port de commerce, port en eau profonde. Evergreen, un transporteur taïwanais, le 4e transporteur mondial par conteneur, voulait ouvrir une base avancée à Brest avec 2500 emplois à la clé. La marine, donc l'État, a refusé, fait 2500 chômeurs de plus. Les secteurs de l'industrie en Bretagne ont choisi d'aller aujourd'hui récupérer de la main-d'œuvre dans les dom-toms, d'amener les gens, d'amener les Réunionnais en Bretagne, les former et leur filer du boulot. C'est bien. Pendant ce temps-là, on enlève quand même la force vive de la Réunion, on met des Bretons aux chômeurs et nous, on le refuse. Pour nous, c'est les nôtres avant les autres. Est-ce que il est envisageable de penser sauver l'emploi français, sauver les ressources humaines, sauver le moral des populations, rétablir un certain nombre d'équilibres sociaux, de justice sociale, casser cette spirale effrayante du chômage et de la désespérance qui existe en France et encore plus dans des pays voisins? Est-ce que c'est envisageable sans protection et lesquelles? Est-ce que ce niveau de protection-là peut être envisagé au simple niveau des États-nations? Je vais prendre l'exemple des Grecs. L'attaque contre la Grèce, elle était inévitable parce que tout le monde savait que les Grecs ne respectaient pas les critères d'adhésion à la zone euro. Mais pour des raisons sentimentales, un peu comme celle de Giscard d'Estaing, qui voulait que la Grèce fasse partie de l'Union européenne parce que c'était la matrice civilisationnelle de notre continent, eh bien il fallait les faire rentrer. Mais on le savait, les gouvernements savaient tous que les Grecs trichaient. Donc à partir du moment où les Grecs ont triché en connaissance de cause, on ne peut même plus dire qu'ils ont triché. C'est-à-dire que c'était accepté. Bon, et le jour où les Américains, parce que ce sont les agences de notation américaines, ont lancé l'attaque contre le maillon faible de l'Union européenne, eh bien au lieu de réagir tout de suite, immédiatement, par un bloc commun, on défend les Grecs mordicus, eh bien non, on a cédé, on a laissé les Grecs se faire attaquer. La situation s'est aggravée considérablement, et c'est vraiment au bord du précipice qu'on s'est rendu compte qu'on risquait nous aussi d'être touchés, et que là la solidarité européenne s'est faite, mais dans les plus mauvaises des conditions. Si on avait réagi immédiatement en tant qu'Européens, on aurait dit « Ah, les Américains, on vous voit venir, donc maintenant vous remballez ». Et les Chinois qui veulent racheter le Pirée, eh ben, vous remballez aussi, et Lakshmi Mittal qui veut faire ce qu'il veut en Europe, eh bien il remballe. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en face de ces grands capitalistes, il n'y a personne. Parce que l'Union européenne, tout à l'heure, j'entendais dire qu'elle renforçait son pouvoir. Bien sûr que non, c'est un nain politique. Elle est créée par les États pour faire passer toutes les mauvaises réformes qu'eux veulent faire. Donc moi, si je dois dénoncer un ennemi aujourd'hui des Français, des Européens de France et des Européens tout court, eh bien c'est les États-nations, justement, parce qu'ils sont pervertis et qu'il n'y a pas pire que quelque chose de dévoyé. L'État français est un État dévoyé, c'est un État qui n'a comme seule capacité que de naturaliser le maximum d'Africains depuis 20 à 30 ans. C'est un État qui nous met des péages sur les autoroutes, etc. Et c'est pas l'Union européenne qui crée tout ça. L'Union européenne, c'est le bouc émissaire. Monsieur, arrêtez d'accuser l'euro. Que l'euro n'ait pas été piloté politiquement, qu'il n'y ait pas un gouvernement européen derrière pour dire l'euro, on va en faire un instrument de puissance, oui, c'est un problème. Oui, il fallait faire l'État européen avant de faire la monnaie européenne. Eh bien, l'État européen, c'est la réponse politique à la crise. Oui, on va faire la rigueur. L'État français, c'est l'ennemi. L'État français doit disparaître, l'État allemand aussi, il faut le dire. Merkel, Hollande, un grand coup de pied au cul et dehors. Le deuxième acte commence à s'animer. Alors, je crois que c'est important de parler de c'est quoi notre définition du modèle social français, pour bien voir si on parle tous de la même chose. J'ai parlé tout à l'heure, moi, des conventions collectives, des acquis des salariés. Je veux bien parler également des services publics. Les services publics qui, pour moi, sont un système égalitaire qui permet que la personne qui habite dans le centre-ville touche exactement, paye par exemple la même somme, son timbre, que celui qui va habiter à 50 km, qui permet que le kilowattheure soit payé exactement d'une somme égale, que vous habitiez dans une région favorable ou dans une région privilégiée ou dans une région défavorisée, qui permet que l'eau soit payée normalement le même prix le mètre cube, sauf que l'eau aujourd'hui est privatisée, ça vaudrait le coup d'y revenir, qui permettait, et moi je trouve que nous devons être très fiers, je parlais des 30 glorieuses, qui permettait à un système laïque scolaire de permettre à des enfants d'ouvriers, entre les années 1945 et les années 1980, de bénéficier d'un ascenseur social, qui permettait que nous ayons un système de santé qui faisait l'admiration de tous, y compris des Anglais qui nous crachent dessus, mais qui viennent se soigner quand même en France. Je trouve quand même qu'il n'est pas inintéressant, à une époque où on a tendance à cracher assez rapidement sur la France, et mon cher Thomas a estimé que nous avons vécu au-dessus de nos moyens. Qui a vécu au-dessus de ses moyens? Le salarié de chez Renault? Le postier?
Le cheminot, lui, il a vécu au-dessus de ses moyens. Je te souhaite bien du plaisir à aller expliquer ça. Alors maintenant, effectivement, la casse de cet État est délibérément voulue par les oligarchies financières et qui, notamment en utilisant une immigration de masse, ont mis en l'air absolument tous les systèmes sociaux solidaires qui existaient. Si l'école de la République se casse la figure aujourd'hui, c'est pas seulement à cause des crétins gauchistes qui l'animent, c'est également parce que dans des écoles, vous ne pouvez plus transmettre un savoir, parce qu'un cours qui s'est bien déroulé, vous estimez que c'est quand le prof s'est pas fait traiter 10 fois d'enculé. Par exemple, qui casse les systèmes solidaires? Qui est responsable aujourd'hui du mal-vivre? Qui fait que les logements sociaux aujourd'hui ne sont plus pour les Français, ne sont plus pour les Bretons, mais sont pour des populations venues d'ailleurs? Qui fait que, alors qu'aujourd'hui, les travailleurs, les salariés se voient renier sur leur sécurité sociale, sur les mutuelles et tout, pendant ce temps-là, on soigne gratuitement des personnes en situation irrégulière? Qui fait ça? C'est pas le modèle social français. C'est justement ceux qui, sous la direction de l'Union européenne, nous imposent une immigration. C'est ceux qui nous empêchent tout contrôle de notre main-d'œuvre. C'est ceux qui nous empêchent de renvoyer toute personne en situation irrégulière sur son territoire et qui nous obligent à le garder. Faut pas se tromper d'adversaire. Faut pas se tromper d'adversaire et faut pas se tromper de diagnostic. Je vous invite à réfléchir. Nous avions aujourd'hui, dans ce pays, jusque dans les années 1980, tout ce qu'il fallait pour être heureux. Je vous invite à réfléchir, et je vous invite à lire ce livre, je vais faire un peu la promo, puisque Philippe l'a pas fait, hein. Reconquista ou mort de l'Europe. Je vous invite à réfléchir. Nous sommes aujourd'hui, en France, le pays qui compte le plus de population musulmane. Nous avons 8 millions de population musulmane selon Gourevitch, selon le démographe Jean-Paul Gourevitch. Je vous invite à vous interroger. Cette montée de l'islam, elle n'est pas venue toute seule. Elle est venue par une importation massive qui a consisté à casser toutes les solidarités sociales et surtout l'unité du peuple de France. Ouais. Et moi, je vous invite à vous interroger face à tout cela. Est-ce que vous croyez réellement que c'est l'Union européenne qui veut casser les États-nations et supprimer les États-nations et passer de l'État-région à l'Union Europe qui va vous défendre, qui va défendre les acquis sociaux, qui va défendre les salariés, qui va défendre les retraités? Bien évidemment que non. Jouer sur l'Union européenne, c'est jouer sur les fossoyeurs de la France. Ouais. Tu disais, Pierre, qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas l'Union européenne qui a imposé au gouvernement socialiste de la République socialiste française d'abaisser par exemple les 30 € obligatoires de l'AME à 0. Alors que la Cour des comptes le mardi disait tiens, il faut économiser 7 milliards, le mercredi le gouvernement héros dit tiens, pour les 30 € on les oublie. Aujourd'hui l'Europe elle n'est pas faite, l'Union européenne elle n'est pas faite. Aujourd'hui, Bruxelles, il y a bien un palais européen à Bruxelles et à Strasbourg. Mais l'Union européenne elle-même n'existe pas, elle n'est pas faite, elle n'a pas été créée. Aujourd'hui, c'est juste 10 fonctionnaires, des employés de Goldman Sachs et d'autres gros fonctionnaires. Mais l'Union européenne, telle que nous on la souhaite, l'Europe des peuples, qui défend les intérêts des peuples européens, aujourd'hui elle n'existe pas cette Europe. Donc ce n'est pas aujourd'hui l'Union européenne qui est forcément le cancer, mais c'est ce qui est au-dessus. C'est une espèce de pieuvre. C'est tous ces grands groupes qu'on a parlé déjà dans la table ronde précédente. Ce sont tous ces grands groupes-là qui sont... Mais aujourd'hui, l'Union européenne, nous avons tous besoin de l'Union européenne. Et l'immigration, l'islam, oui, effectivement. Mais l'islam, enfin, l'immigration en général n'est que le bras armé du capitalisme. Et l'islam n'est qu'une conséquence, mais l'islam n'est pas la cause. C'est pour ça, quand tu disais, ne nous trompons pas d'ennemis. Effectivement, c'est un problème, parce qu'il y a le seuil ethnique. Aujourd'hui, ou dans certains quartiers, et il n'y a pas qu'en banlieue parisienne ou dans les grandes villes françaises. Aujourd'hui, à Nantes, à Rennes, à Brest, c'est absolument dramatique ce qui se passe. C'est absolument dramatique. Mais ne nous trompons pas d'ennemis. Eux, c'est une conséquence, ce n'est pas la cause. Il faut bien dissocier les deux. Et ça, ce n'est pas forcément que l'Union européenne. C'est des grands groupes comme Goldman Sachs, tout ça, effectivement. Mais ce n'est pas l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, il faut la faire. On doit la construire, et c'est à nous, peuple européen, de la faire. Mais aujourd'hui, elle n'existe pas.